Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, grâce aux divisions de terrain. Ma promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 € de marge chaque année pour prendre votre indépendance, dire ciao patron et consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment pour vous. Et chaque semaine, le lundi à 10h, on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, dans lequel on explore tous les moyens d'avoir une vie plus heureuse, plus libre, que ce soit financièrement ou, le plus important, je pense quand même, dans la tête. Je voudrais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc vraiment un grand merci à vous tous, un grand merci à Xavier, Yann, David, Pauline, Thomas, Sam, Antoine, Jérôme, Fabien, Aurélie, Nicolas, Xavier, Mylène, Delphine, Alex, François, Clément et Thomas. Merci beaucoup à vous tous pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait toujours super plaisir. Ça aide à référencer le podcast. Je fais toujours ma petite promo au début du podcast parce que c'est vraiment important. Les podcasts ne sont pas référencés comme les vidéos. C'est vraiment dur de se faire connaître. Et d'ailleurs, vous jouez vraiment le jeu et vous me le rendez beaucoup parce que au bout d'un an d'existence de ce podcast, on dépasse les 10 000 écoutes par mois, donc c'est vraiment trop bien. Aujourd'hui, on est 305 sur YouTube abonnés, 268 abonnés sur SoundCloud, et on est à 81 commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Les commentaires sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc si vous avez un appareil Apple, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles avec un commentaire. Ça me fait vraiment toujours super plaisir et ça aide vraiment à faire connaître ce podcast. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était la posture de victime. Alors c'est un podcast qui vous a beaucoup fait réagir, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, mais beaucoup de messages très courts où vous me disiez simplement que vous étiez parfaitement d'accord avec moi. Donc moi ça me va bien, ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, comme je vous le dis chaque semaine. Le but c'est qu'on réfléchisse ensemble sur comment être plus libre. Comment avoir une vie plus riche, une vie vraiment choisie. Mais je crois que là, pour le coup, on a fait l'unanimité. Donc j'ai décidé de vous lire 3 messages. Le premier, c'est un message de Pauline. Et Pauline qui me dit « Merci pour ton dernier podcast sur la victimisation. Il faut croire que certaines choses tombent à pic. J'avais tout simplement besoin d'entendre ce genre de choses après une chute en vélo qui m'a abîmé un tendon et m'impose une opération et un plâtre. Mais dans la même journée, on m'a annoncé que j'avais un nouveau poste ailleurs. Ne pas voir le verre à moitié vide. Merci, car ce soir, j'ai une belle énergie. » Déjà, merci beaucoup à toi, Pauline. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est on te fait des gros bisous et on te souhaite un bon rétablissement parce que, écoute, c'est quand même pas évident si t'es plâtré plus opération, c'est vraiment des choses pénibles. Mais t'es un bel exemple, justement, de pas sombrer dans la victimisation, dans le pourquoi ça m'arrive à moi, faire Calimero, quoi. Et essayer de voir le verre à moitié plein. Et d'ailleurs, comme je le disais un peu dans le podcast de la semaine dernière, éviter le principe de la double peine, quoi. La peine, tu l'as déjà en ayant eu la chute que tu as fait, en ayant une opération programmée, un plâtre. La peine, elle est là, quoi. Donc on peut s'infliger la double peine morale en se disant pourquoi j'ai fait du vélo aujourd'hui, pourquoi je suis tombé, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais faut bien être conscient que c'est une double peine. Donc en réagissant comme tu l'as fait, tu te permets plein d'opportunités, effectivement, de voir le verre à moitié plein. Et je te félicite, Pauline, bravo à toi, parce que c'est pas des choses évidentes. Pas des choses évidentes du tout. On a aussi un message de Laurent. Et Laurent qui me rappelle que dans le podcast de la semaine dernière, j'ai cité Churchill. Je connaissais la citation en plus, mais je sais pas, ça m'est pas venu tout de suite pendant le podcast, puisque j'enregistre les podcasts en one shot, faut le savoir. C'est pour ça que quand je bégaye ou j'édite pas, je me reprends pas, ça permet aussi un côté plus authentique, plus naturel. Donc, je l'avais pas dit, et cette citation de Churchill qui est très connue, c'est « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté ». Et ça, Laurent, c'est quelque chose qu'il a même affiché dans son bureau pour que ses clients le voient. Et je trouve ça vraiment hyper cool parce que c'est une citation qui résume tout le podcast, en fait, tout simplement.
quand on est pessimiste, si on voit des difficultés dans chaque opportunité, surtout pour nous qui avons voilà, une âme d'entrepreneur, qui avons une âme d'investisseur, qui ont envie d'avancer, ce que je disais un peu la semaine dernière, si on ne voit pas les opportunités, alors on est foutu, quoi. Repérer une bonne affaire dans l'immobilier, ben, ça passe justement par voir les opportunités dans des difficultés éventuelles. Repérer une idée de business, ben, ça passe par voir des opportunités. Donc si on voit de la difficulté dans toutes les opportunités, on est fichu. Donc pour avoir une bonne mentalité d'entrepreneur, ben, faut être optimiste pour justement pouvoir voir ces opportunités. Et Laurent nous le rappelle avec efficacité. Et le dernier message, c'est un message de Thomas. Thomas qui rebondit plus ou moins sur le message de Laurent, c'est un peu le même contenu, un mec qui me dit « Excellent podcast comme d'habitude ». Ça c'est pour la pommade, ça fait toujours du bien. J'adore cette phrase, Thomas me dit « J'adore cette phrase, les perdants cherchent des excuses, les gagnants cherchent des solutions ». Ça reprend un peu ce que disait Churchill, ça c'est mon cousin Benjamin qui répète ça à loisir et qui a tout à fait raison. Et Thomas me dit, c'est la synthèse de ton podcast. Ben, c'est un peu ça. Alors, c'est pas très politiquement correct de parler de perdants et de gagnants parce que ça impliquerait que les gens sont par nature perdants ou gagnants. Alors que moi, je pense que c'est plutôt des postures qu'on peut prendre si on n'est pas éduqué à avoir justement ce mental d'optimiste, ce mental de gagnant. Ben forcément, voilà, on va se retrouver dans une posture de perdant parce que justement, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses. On n'est pas éduqué de cette façon-là. Moi, avant de lire Père riche, Père pauvre, par exemple, j'avais pas du tout cette vision de l'argent. Le livre m'a mis un coup de boule, quoi. Plus un coup de genou, plus une claque. Vraiment. Donc, dire perdant, gagnant, voilà. Moi, je préfère qu'on dise voilà, en ce moment, on est dans une posture de perdant, mais qu'il y a un gagnant potentiel dans chaque personne. Voilà. C'est vraiment ce que je pense. Il faut juste arriver à ouvrir les yeux, prendre la pilule rouge, comme on dit, et voilà, pour arriver à voir les choses de la bonne façon. Enfin, en tout cas, de la façon que moi je juge la bonne façon, celle d'un optimiste, pas celle d'une victime. Ça amène à rien de se mettre dans cette posture-là, clairement. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du podcast de la semaine dernière, et je voudrais vous présenter le nouveau sujet de la semaine. Un sujet qui me touche beaucoup, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, parce que pour moi c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est connoté souvent négativement, mais qui pour moi l'est pas du tout. Un outil à double tranchant à manier avec précaution, c'est la nostalgie. La nostalgie. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet avec vous ? Parce que moi je suis quelqu'un qui suis quand même assez nostalgique. On va en parler tout au long de ce podcast, on va vraiment avoir le temps de tout définir. Mais cette nostalgie, ça a vraiment plutôt été une force chez moi. Vraiment. J'en ai toujours puisé une force de ce sentiment-là de nostalgie. Ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Pour moi, c'est pas un sentiment triste, la nostalgie, c'est un sentiment heureux. Donc on va vraiment le définir ensemble. Mais voilà, moi c'est un sentiment qui m'a aidé parce que je suis souvent nostalgique des bons moments ou des bonnes époques que j'ai vécues. Alors pour que vraiment vous voyez le sentiment que je veux exprimer, je vais vous parler, pour introduire ce podcast, de plein de choses qui, moi, me font ressentir de la nostalgie, pour que vous puissiez vous projeter, en fait. C'est ça le but, que vous identifiez vos moments à vous qui vous font sentir la même chose. Mais par exemple, moi, je suis très nostalgique de ma ville. C'est une ville que j'adore. J'adore même m'y promener. Si une après-midi, je suis tout seul, ou un début de soirée, je peux être tout seul, ben voilà, je peux me mettre mon casque, de la musique, et juste aller marcher 1 heure dans ma ville. Il y a un endroit qui est magnifique, qui surplombe la ville, ça s'appelle le Calvaire, où il y a 3 croix. J'adore aller me poser là-bas, m'asseoir, regarder la ville, réfléchir. Et chaque fois que j'y retourne, c'est un plaisir. Je suis nostalgique aussi des moments où je me suis promené pour la première fois là-bas, où j'ai découvert cet endroit. Et chaque fois que j'y retourne, ça éveille plein de sentiments en moi. Heureux, des sentiments de joie, des sentiments qui me poussent à aller plus loin. Je m'en souviens, c'est un endroit où j'allais par exemple quand j'étais à fond dans la rat race, quand j'étais malheureux. Et là-bas, je projetais vraiment tout ce que je voulais dans ma vie. Je projetais que je voulais réussir dans mes affaires, je voulais avoir du temps pour mes enfants, je voulais gagner de l'argent. Toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, chaque fois que j'y retourne et que je me pose, ça me permet de... Ce lieu-là, il n'a pas changé, il est toujours identique. Mais chaque fois que j'y vais, ça me permet de mesurer le chemin parcouru depuis la dernière fois. Et ça me rend heureux en fait. J'ai exactement le même sentiment avec l'île du Frioul. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une île qui est au large de Marseille. Alors c'est juste un caillou, hein, mais c'est... Titi lors du temps, on y va en bateau, il n'y a pas de voiture.
On peut se promener, il y a des jolies plages, il y a quelques petits restaurants. Et c'est un endroit où je suis allé la toute première fois où j'étais vraiment dans ma rat race et j'avais une grosse pression, je me remettais de mon deuxième burn-out. Et aujourd'hui, quand j'y retourne, j'ai toujours cette même joie, cette même nostalgie de cette île et ce même plaisir à l'arpenter, parce qu'à chaque fois, je mesure le chemin que j'ai parcouru entre-temps. Ça me permet de mesurer un peu, vraiment, tout ce que j'ai parcouru, de retourner là-bas. Et je pourrais vous en citer plein, je suis nostalgique de la fête dans ma ville, je suis un peu nostalgique de chacune de mes voitures, par exemple. Je suis capable de me rappeler de plein d'excellents moments dans chacune de mes voitures. Et si je remonte dans une voiture que j'ai possédée, on va pas en prendre une au hasard, mais par exemple, j'ai eu une BMW série 5 à une époque, le modèle E60 pour les connaisseurs. Et chaque fois que j'ai l'occasion, si j'ai un copain qui en a une ou quelqu'un que je connais, de monter dedans, ça me rappelle plein de souvenirs qui remontent. Et pour moi, c'est une situation, comment dirais-je, un moment très agréable de me rappeler de ces souvenirs-là, parce que voilà, ça me permet de mesurer le chemin que j'ai parcouru et de faire remonter plein de moments heureux. J'ai la nostalgie de ma passion pour la musculation, par exemple. Alors aujourd'hui, je pratique le crossfit, je pratique plus du tout la musculation de la même façon, parce que j'ai eu des hernies cervicales, enfin, c'est pas le sujet du podcast, mais à l'époque où j'ai découvert la muscu, c'était quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais beaucoup grossi, parce que je faisais que bosser, puis je m'alimentais très très mal. J'ai d'abord découvert la boxe, et après j'ai découvert la muscu, et autant j'aimais la boxe, autant la muscu, ça a été vraiment une méga passion. Je me suis passionné pour l'alimentation, pour l'entraînement, pour tout ça. Et aujourd'hui, je repratiquerai plus jamais la muscu comme je la pratiquais à l'époque parce que j'étais vraiment un intégriste. Mais j'ai vraiment une tendresse et une nostalgie pour le trajet que je faisais pour aller jusqu'à la salle avec ma petite protéine en poudre dans mon shaker et tout ça. Et ça me rappelle toujours des bons moments quand je pense à tout ça. Et voilà, donc j'espère que en vous décrivant un petit peu tous ces moments, vous arrivez à voir de quoi je veux parler aujourd'hui. C'est vraiment le but, que je vous décrive ça, parce que concrètement, les choses pour lesquelles moi je suis nostalgique, c'est pas les mêmes que pour vous, mais c'est vraiment pour que vous arriviez à voir ce que je veux exprimer aujourd'hui. Et moi, j'ai jamais ressenti ça comme un handicap, comme vivre dans le passé, par exemple, ou toutes ces choses-là, pas du tout. Ou que ça me fasse ressentir de la tristesse, parce que c'était tous des moments heureux, mais qui sont passés. Ou même des regrets, moi j'ai toujours vu ça comme une force, parce que ça m'a toujours poussé à créer de nouveaux moments pour lesquels je serai nostalgique plus tard. Mais là je spoil un peu la fin du podcast, et c'est ce dont on va parler tout au long de cet épisode. Et pour rendre à César ce qui est à César, vous m'excusez, je bois un tout petit coup. Là c'est vraiment authentique. Pour rendre à César ce qui est à César, pour faire ce podcast, je me suis vraiment aidé de livres de Christophe André, que j'aime beaucoup, qui a une grande sagesse, je trouve, pour préparer donc au mieux cet épisode. Quelle est la définition de la nostalgie ? On va toujours commencer par définir le mot. Donc quand on va voir dans le Larousse, la nostalgie, ça vient du latin scientifique nostalgia, du grec nostos, qui veut dire retour, et algos, douleur. C'est pas très engageant, tout de suite comme ça. Le retour de la douleur, la nostalgie. Puisque ça impliquerait que, dans le terme, penser au passé nous ferait ressurgir de la douleur, de la tristesse, en fait. Et la nostalgie, à l'époque, quand ce terme a été créé, c'était aussi appelé le mal du pays. Et ça, on le voit dans la définition de Wikipédia, que je suis allé trouver. Et Wikipédia nous dit « La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés, ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés, les deux éléments les plus fréquents étant l'éloignement spatial et le vieillissement, qui représente un éloignement temporel. » Donc voilà, d'après Wikipédia, on est nostalgique si on est loin de son pays, éloignement spatial, ou en vieillissant en fait, puisque on est éloigné temporellement de nos souvenirs. Voilà. Ce mot nostalgie, il est entré dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835, donc c'est un mot qui est très récent quand même. Et la définition de ce mot, c'est maladie causée par un désir violent de retourner dans sa patrie. Donc là, on le voit, c'était vraiment la définition de mal du pays. Et on voit bien cette notion-là, que la nostalgie, ce mot, il est apparu avec les premiers émigrés, en fait, qui sont partis de leur pays, qui sont allés vivre dans un pays lointain,
et qui, avec le temps, avait le mal du pays. Ce mot vient de là, en fait. La nostalgie, ça vient du mal du pays. Et aujourd'hui, c'est un mot qui a évolué. La nostalgie, aujourd'hui, c'est un sentiment de manque du passé, de ce qui a été vécu, tout simplement. Le sens du mot a évolué avec le temps. Christophe André, lui, définit ça de cette façon, et je trouve ça très poétique. La nostalgie, c'est le bonheur d'avoir vécu un moment, mélangé à la tristesse que ce moment-là soit passé. Voilà. Donc, je trouve que c'est une belle définition, puisque pour tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est vrai que dans ces moments-là, dans ma nostalgie, il y a une petite part de mélancolie, de tristesse que ces moments-là soient passés, parce que c'était des moments heureux. Mais comme je suis aussi heureux dans ma vie actuelle, bah, ça me rend pas triste en fait. C'est pas comme si aujourd'hui j'avais une vie pourrie et qu'avant c'était bien. Et en dénouant la pelote de laine, on va voir un petit peu comment on organise tout ça. La question que je me suis posée après, c'est pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on est nostalgique? D'où ça vient en fait la nostalgie? Et figurez-vous que dans mes recherches, je ne suis pas vraiment arrivé à trouver s'il y a un besoin physiologique, une fonction à la nostalgie. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est que la nostalgie, elle faisait vraiment partie de chacun et qu'elle était naturelle. Et en fait, à l'issue de ce podcast, je pense vraiment qu'on est nostalgique parce que justement, c'est utile et qu'au final, ça nous aide à nous sentir bien. Alors, je l'ai dit un petit peu au début du podcast, on le verra, c'est une arme à double tranchant, suivant comment on s'en sert. Mais si on s'en sert de la bonne façon, en fait, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien. La première grande figure de la nostalgie, ça a été Ulysse, dans l'Odyssée, puisque Ulysse, il est parti faire la guerre pendant 10 ans, et les 10 ans, en se languissant de son pays, et les 10 ans qui ont suivi, il a retardé son retour, en fait, comme s'il allait, en se languissant, comme s'il savourait, en fait, le moment où il allait retrouver son pays. Presque un peu comme s'il avait idéalisé son pays, et que, voilà, il avait presque peur de le retrouver, en fait. Mais c'est la première figure de la nostalgie. Ensuite, le premier poème, c'est Joachim du Bellay, dans les années 1500, qui a fait le premier poème à la nostalgie, qui s'appelle « Heureux qui comme Ulysse ». Si vous voulez, vous pourrez aller chercher, c'est un beau poème. Et d'ailleurs, Brassens l'a repris dans sa chanson « Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage ». Donc voilà, donc on voit déjà Joachim du Bellay en 1500 qui cite la première figure de la nostalgie. Et dans la littérature, ça a suivi. On a par exemple, ce qui est très célèbre, c'est la Madeleine de Proust. Proust qui nous dit dans un très long texte, il nous décrit en fait les madeleines de son enfance et à quel point elles étaient bonnes, et ça lui rappelle plein de bons moments, et juste une petite madeleine lui rappelle énormément de souvenirs de son enfance. Et aujourd'hui, le marché de la nostalgie, on va dire, il est immense. On le voit par exemple avec la mode du rétro ou du vintage. Les modes, elles reviennent. Et ça, c'est pour surfer justement sur cette nostalgie. Dans le jeu vidéo, par exemple, on le voit, hein, la mode du rétro gaming, c'est un marché qui est énorme, puisque on peut vous faire jouer à des jeux vidéo que vous aimiez beaucoup dans les années 80. Aujourd'hui, il y a des émulateurs, il y a plein de choses pour le faire. Je le vois par exemple sur la Switch, la console de jeu, la Nintendo, la Switch. On peut ressortir plein d'émulateurs de jeux rétro, et ça, rejouer à des jeux vidéo de son enfance, ça fait vachement du bien, quoi. Et ça nous rappelle plein de souvenirs. Donc on le voit, il y a un énorme marché pour le vintage. Je pourrais citer plein d'exemples. La série Stranger Things, par exemple, sur Netflix. C'est vraiment un revival des films, la nostalgie du cinéma des années 80. C'est un hommage à E.T., à La rencontre du troisième type, au film Les Goonies. Alors ça va plus parler à des gens comme moi qui sont nés dans les années 80, que si vous m'écoutez, vous êtes nés dans les années 90 par exemple. Mais voilà, Stranger Things, c'est à fond là-dedans, ça joue à fond cette carte-là de la nostalgie. C'est pour nous rappeler vraiment des bons souvenirs. Un autre truc qui joue énormément sur la nostalgie, c'est la série de films Scream au cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez forcément. Je crois que le premier est sorti en 96, moi j'avais 15 ans. J'étais allé le voir avec ma sœur qui avait 13 ans, et je vois qu'ils viennent d'annoncer Scream 5. Et en fait, ils font ça, voilà, tous les 5 ou 10 ans, ils refont un Scream, même si on sait que le film, globalement, il risque d'être vraiment pourri.
mais ça va nous rappeler nos 16 ans, nos 15 ans, quand on est allé voir le film la première fois, qu'on s'était payé un ticket, que c'était un film interdit aux moins de 16 ans en plus, je crois, à l'époque. Donc avec ma franchise, on avait grugé pour qu'elle passe. Eh ben, on va retourner le voir tous les deux d'ailleurs, hein. On se l'est dit. Et c'est génial parce que voilà, ça surfe un peu sur cette nostalgie, ça nous rappelle un peu tout plein de bons moments. Il y a plein d'autres choses qui surfent là-dedans, hein. Allez, retournez voir par exemple des tournées de groupes de notre adolescence ou de notre enfance. Voilà, je sais que par exemple, moi, des trucs comme vous me mettez la chanson Adam Song de Blink et je l'ai mis en story. Moi, ça me rappelle directement des soirées avec des copains, avec mes amis. Ça me donne envie d'appeler un pote pour aller faire de la moto. Ça, voilà, je trouve ça génial en fait. Et justement, par cette nostalgie qui renaît, plutôt que de nous rendre tristes d'une époque passée, ça nous donne envie de revivre des bons moments, mais les revivre maintenant dans le présent. Et c'est ça qui est génial. Mais, tout n'est pas, tout n'est pas si facile, comme le disait si bien Cool Chain. Quel est le problème avec la nostalgie ? Puisque justement, j'ai dit que c'était une arme à double tranchant. Alors, pour ça, il faut bien faire la différence entre la nostalgie, les regrets et la mélancolie. C'est deux choses qu'on pourrait mettre tout dans le même seau, trois choses, pardon, qu'on pourrait mettre dans le même sac, mais ça serait vraiment trop simple et beaucoup trop simpliste même. On va voir de tout définir. C'est vraiment important. Le danger avec la nostalgie, ça serait de tomber dans le c'était mieux avant, quoi. Voilà, c'est ça qui est dangereux. Et c'est ce qu'on voit souvent avec les personnes âgées, par exemple. Ou même pas forcément très âgées. Si vous voyez ça parfois avec vos parents, ils peuvent vous dire, par exemple, que Facebook ou que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, et que c'était bien mieux avant. Et nous qui avons vécu avec l'émergence des réseaux sociaux, on dira aussi à nos enfants que c'était mieux avant. Et nos enfants diront à leurs enfants que c'était mieux avant. Donc il faut faire super attention à ça, évoquer le bon vieux temps, par exemple. Comme si c'était une époque révolue et qu'on ne pouvait pas revivre. Et ça, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire super attention, parce que le bon vieux temps, c'est juste aujourd'hui et maintenant, quoi. La nostalgie, elle doit nous servir à nous rappeler de souvenirs passés heureux, pour nous dire que c'est hyper urgent dans le présent de créer de nouveaux souvenirs heureux. Que c'est ça qui est important. On l'a vu dans le podcast de l'urgence de vivre, quoi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et donc, parler du bon vieux temps, c'est trop triste, quoi. Ou de la belle époque, où c'était mieux avant. On voit que d'un point de vue médical, la nostalgie, aujourd'hui, alors plus vraiment aujourd'hui, mais jusqu'à il y a très peu, elle était de plus en plus prise en compte comme un symptôme possible de dépression ou d'anxiété. Voilà. Donc, à ne pas confondre avec les regrets. Les regrets, c'est du mécontentement ou du chagrin de ne pas avoir fait des choses dans le passé. Des regrets. Quand on regrette quelque chose, on va regretter quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors que quand on a de la nostalgie, on va peut-être regretter une époque qu'on a vécue, des choses qu'on a faites. Donc déjà, là, on voit qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent. Il vaut bien mieux être nostalgique qu'avoir des regrets. Si vous êtes nostalgique, ça veut dire qu'au moins, voilà, vous avez vécu des moments heureux, ils sont acquis, ils sont stockés dans votre mémoire, vous pouvez les ressortir à loisir pour vous faire du bien, ils sont là. Si vous avez des regrets, c'est vraiment une chose différente. Donc à ne pas confondre avec des regrets. Les regrets, c'est à part. Par contre, d'après la médecine, on peut avoir une forme plus poussée de la nostalgie, qui est la mélancolie. La mélancolie, ce serait la nostalgie 2.0, quoi. La nostalgie un peu plus poussée. Alors, Victor Hugo, lui, il disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ça, je trouve ça vraiment très très beau. Parce que dans la mélancolie, il y a aussi quelque chose de magique, un peu, en tout cas de mon point de vue, de poétique, en tout cas. Et Victor Hugo nous le transcrit très très bien en disant que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, je trouve. Et aujourd'hui, la mélancolie, c'est pas du tout vu comme ça. C'est synonyme de dépression, en fait. Aujourd'hui, on réduit la mélancolie à un état dépressif. Et dans la pensée antique, c'était pas du tout le cas. Si on prend par exemple Hippocrate, donc Hippocrate c'est 400 avant Jésus-Christ environ, la mélancolie elle avait une signification complètement différente de celle qui était proposée, et en particulier par la psychanalyse, la mélancolie c'était considéré comme une source de génie à l'époque. Donc si vous étiez quelqu'un de mélancolique, c'était vraiment une source de génie et même de folie qui vous provoquait une tristesse en fait.
mais c'était pas réduit comme aujourd'hui à une simple pathologie, à de la tristesse ou je sais pas, à du dégoût de la vie par exemple. C'était vraiment une source de génie et de folie. Et même pour Hippocrate, donc Hippocrate qui est l'ancêtre des docteurs, hein. Je ne sais pas si dans votre cabinet, chez votre docteur, vous avez fait attention, mais il y a très souvent le serment d'Hippocrate qui est affiché chez les docteurs. Aujourd'hui, enfin, dans le sens antique, donc dans le sens d'Hippocrate, la mélancolie, c'est quelque chose qui permettait de vivre le deuil, c'est quelque chose qui permettait de le dépasser et même de trouver un sens à la vie, carrément. Donc, en d'autres termes, ce passage, c'était un temps de crise, mais ça aboutissait pas toujours à un résultat négatif. Et ça, c'était fantastique, je trouve, parce que, voilà, pour eux, quelqu'un qui était mélancolique, c'était quelqu'un plutôt qui était dans une phase de génie ou de folie, et ça allait lui permettre, à terme, en passant cette crise, en fait, de se dépasser, et même carrément de trouver un sens à sa vie. Et moi, c'est quelque chose que j'ai carrément expérimenté, et je peux le dire, clairement, puisque quand j'ai fait mon burn-out, quand j'ai vraiment touché le fond, alors je ne sais pas si j'exprimais de la nostalgie, en tout cas c'était pas du tout de la nostalgie, c'était plutôt presque une forme de dépression, mais si on peut apparenter ça à de la mélancolie, en tout cas de se dire que voilà, j'avais un état vraiment très, très triste quoi, à l'époque, ben, vraiment quand j'ai touché le fond, quoi, c'est là où j'ai trouvé, entre guillemets, le sens de ma vie, quoi, qui était la liberté, qui était de passer du temps en famille, de créer des projets qui me tiennent à cœur, voilà. Et justement, c'est de toucher le fond, ça m'a permis d'en tirer une force et de rebondir. Donc je serais moins, comment dirais-je, moins méchant, en tout cas moins catégorique, voilà, avec la mélancolie. Je pense qu'il faut faire attention, pas que ça vire à la dépression, mais on peut vraiment, en allant parfois au fond des choses, quoi, du malheur, en ressortir grandi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais parfois je pense sincèrement que il vaut mieux vivre du malheur intérieur, vivre un burn-out, un peu comme j'ai vécu, où on expérimente une profonde tristesse, où vraiment on va vider le sac, quoi. On va jusqu'au bout de là où on peut aller, pour en ressortir grandi. C'est comme une nouvelle naissance, en fait. Et là, on peut se dépasser et trouver un sens à sa vie, plutôt que d'avoir une vie plate et morne, sans grande tristesse, mais sans grande joie, quoi. Voilà. Je pense que c'est pire, c'est encore pire que d'avoir un moment très difficile pour après des moments de bonheur. Vraiment. Donc voilà, après ce que je voulais dire, le petit disclaimer, le petit truc où il faut faire attention, c'est que justement, je le disais, c'est une arme à manier à double tranchant. Il faut faire attention à ne pas s'abandonner complètement dans la mélancolie. Il faut faire attention à ne pas s'abandonner complètement dans la nostalgie et encore moins dans la mélancolie. Parce que le plus grand risque qu'il y a là-dedans, c'est de vivre dans le passé, justement. Si, comme je le disais au début du podcast, où j'ai un peu retracé toutes les choses qui m'ont fait me sentir nostalgique, vous vivez que là-dedans, quoi. À écouter des chansons que vous écoutiez quand vous aviez 15 ou 16 ans, à vous languir de moments que vous avez passés, comme je disais quand je suis allé sur l'île du Frioul, qu'est-ce que c'était bien. Et à se languir là-dedans, le plus grand risque, c'est de vivre dans le passé et de pas faire de nouvelles expériences dans le présent qui vous permettront d'être nostalgique dans le futur. Donc ça, il faut faire super attention. Et d'autant plus en vieillissant, parce que on est moins enclin à changer quand on vieillit, on est moins enclin à se mettre dans les nouvelles technologies qui vont arriver, on est moins enclin à se mettre à la page, et on peut justement être un peu dépassé, et après sombrer dans le bon vieux temps, dans la belle époque, et dans le c'était mieux avant. Et ça, c'est super dangereux, parce que si on est là-dedans, on se condamne soi-même à vivre des nouvelles choses. Et je peux vous dire que dans ma vie d'avant, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, j'ai rencontré une personne qui était maître d'œuvre, qui avait, au moment où je l'ai rencontrée, 70 ans, et j'ai travaillé avec elle jusqu'à ce qu'elle en ait, si je ne dis pas de bêtises, 82. Et c'est quelqu'un de très très brillant, et de sa bouche, je crois que j'ai jamais entendu ça, c'était mieux avant, c'était la belle époque, c'était le bon vieux temps. Il a toujours adapté ses méthodes de travail, il était à la retraite, mais il travaillait 2 ou 3 jours par semaine, il avait sa petite boîte de maîtrise d'œuvre à son compte, et son plaisir, c'était d'être au contact de jeunes, au contact
de la société, au contact du présent, d'aller manger au resto le midi ensemble, passer des bons moments. Et c'est ça qui est super important, parce que ça permet de créer de nouveaux souvenirs et de jamais vraiment vieillir en fait. C'est ça qui est super important. Et voilà. Alors on l'a vu un petit peu dans tout ce paragraphe, que le regard de la médecine, le regard de la psychiatrie, de la psychanalyse sur la nostalgie a été assez dur jusqu'à il y a très récemment, je dirais 15 ou 20 ans. Le regard de la médecine sur la nostalgie change, et aujourd'hui on se focalise plus du tout sur tous les aspects négatifs de la nostalgie, mais on trouve plein d'aspects positifs. Donc ça nous amène au dernier paragraphe de ce podcast, qui est à quoi la nostalgie peut nous servir pour avoir une vie meilleure. Et oui, grande question, bah ouais, c'est ça le but, hein. C'est ce qu'on veut dans une vie de liberté, c'est savoir, c'est bien beau d'être nostalgique, on voit que ça nous fait un petit mélange de sentiments de bonheur et à la fois de sentiments que le temps est passé et que c'est une époque qu'on ne revivra plus, un petit peu de tristesse. Mais à quoi ça va nous servir pour être plus libre, pour avoir une vie meilleure, pour faire de meilleurs choix aujourd'hui? Donc scientifiquement, je vais vous montrer tous les bienfaits qu'on a vus dans la nostalgie, qui ont été étudiés ces dernières années avec vraiment des études scientifiques. Toutes les conclusions. La première conclusion, c'est que les couples se sentent plus intimement liés et paraissent plus heureux lorsqu'ils partagent des souvenirs nostalgiques. Donc là, si vous avez des souvenirs en couple, par exemple l'île du Frioul que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un souvenir que j'ai vécu en couple, et quand on en parle ensemble avec ma compagne de ces moments-là, ça nous rend nostalgique, nous dire « Ah, tu te souviens, c'était bien la première fois qu'on l'a découvert », et direct, après on peut aller sur Airbnb, c'est déjà arrivé, on y est retourné plusieurs fois, pour aller booker un nouveau week-end là-bas et en profiter et passer des bons moments. Ça pousse à l'action et voilà. Et donc, pour un couple en tout cas, quand on est deux, quand on partage de beaux souvenirs nostalgiques ensemble, ça nous rend plus heureux. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une constante dans le couple. Ce qui fait le ciment du couple, c'est pas les belles phrases qu'on se raconte, c'est vraiment les moments qu'on partage ensemble. Si voilà, vous voulez avoir la température de votre couple, si vous posez des questions, ce que je ne vous souhaite pas, mais vraiment un couple qui vit des moments heureux ensemble, qui quotidiennement rigole, se marre, passe des week-ends ensemble, passe des bons moments ensemble, exerce des activités ensemble, ça peut être n'importe quoi, hein. Du vélo, de la piscine, du cheval, des week-ends, tout ce que vous voulez. C'est là qu'on construit le ciment du couple et qu'on passe de bons moments. Et donc la science nous le prouve, hein, puisque quand on se partage de bons souvenirs comme ça, nostalgiques, en couple, les couples paraissent plus heureux. La nostalgie, qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi? La nostalgie intensifie l'impression d'être connecté à d'autres. Et ça, c'est vraiment excellent. Je peux reprendre l'exemple de Adam Song de Blink 182, si vous voulez l'écouter, cette chanson. Si vous êtes en tout cas de la génération années 1980 jusqu'à 90, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler, je pense. Quand on est ensemble entre potes, vraiment entre copains, moi avec mes amis d'enfance. D'ailleurs, les gars, si vous m'écoutez, je vous fais tous un gros bisou, je vous aime. Et quand on met ce genre de chanson, en général, on est parti pour faire la fête et ça risque de durer longtemps. Parce que voilà, ça nous connecte instantanément à des bons souvenirs qu'on a tous vécus ensemble. Il n'y a pas besoin de l'expliquer pour dire... Je vais être très clair, mais si j'appelle mes potes pour leur dire « ça vous dit, on se refait une soirée comme quand on avait 16, 17, 18 ans, on fera ci, on fera ça », il suffit juste que j'organise une bringue, on met cette chanson et tout le monde s'est compris. Et on ressent tous la même chose. Donc la nostalgie, cette nostalgie-là, elle va intensifier notre impression d'être connectés entre nous. Et ça, c'est ultra puissant, quoi. C'est fantastique. Le pouvoir de la musique pour nous rappeler des bons moments est vraiment incroyable. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas cette chanson-là, mais je suis sûr que vous avez une chanson qui vous rappelle ça. Et faites-moi plaisir après le podcast, écoutez-la et voilà, revivez un moment heureux et ça me fera plaisir. Qu'est-ce que nous apporte aussi la nostalgie? La nostalgie intensifie la bonne humeur. Scientifiquement, plonger dans les souvenirs heureux nous aide à mieux supporter les sentiments négatifs du présent. Et ça c'est tellement vrai. Quand vous vous rappelez des souvenirs heureux,
ça vous aide si vous avez des moments malheureux, si vous êtes en train de vivre quelque chose de triste ou de difficile, n'importe quoi, une perte d'emploi, une séparation, une offre d'achat pour un immeuble qui est refusé. Eh ben, vous remettre un souvenir heureux, typiquement une chanson que vous aimez beaucoup, vous rappelez un souvenir heureux, scientifiquement, ça aide à supporter les sentiments négatifs du présent. Donc voilà, la nostalgie, une nouvelle arme que vous avez dans votre boîte à outils pour vous sentir mieux. Vous le serez si vous expérimentez quelque chose de triste. Eh ben, rappelez-vous un moment heureux et vous allez voir que tout de suite vous allez vous sentir mieux. Je peux en parler à titre perso, hein, c'est des choses que j'ai fait, mais de façon inconsciente quand il y a des années et des années, j'ai eu des moments difficiles, que ce soit dans le boulot ou même dans ma séparation, hein, puisque je suis séparé de la mère de mes enfants pour 3615 My Life. Oh, 3615 My Life, c'est périmé ça. www.mylife.com. Puis merde, c'est mon podcast. Mais dans ces moments-là de séparation, j'ai eu des moments où j'ai été très malheureux. Et dans ces moments-là, me rappeler des moments heureux où j'étais seul, hein, par exemple, des moments heureux où j'étais seul, ça me permettait de me dire que dans le futur, j'allais réussir à être heureux de nouveau seul. Et c'était extrêmement puissant. Parce que là, c'était pas juste des mots, c'était des moments que j'avais vécus. Je me suis rappelé de moments où j'étais célibataire, où j'avais voyagé en célibataire et où j'avais tutoyé du doigt vraiment le bonheur infini, là. Ces moments dont je parle de temps en temps dans le podcast où tout semble parfait, où on a l'impression qu'on est ici et maintenant. Et bien, quand j'étais en train de me séparer, que j'étais malheureux, je me rappelais de ces moments-là et je me disais, quand tu étais tout seul, tu as pu vivre des moments ultra heureux. Aujourd'hui, c'est difficile, mais dans quelques temps, tu pourras revivre des moments comme ça parce que tu les as déjà vécus. Et ça me faisait énormément de bien dans le présent. Donc voilà, si vous avez expérimenté des moments difficiles comme ça, vous aurez un petit peu une petite astuce. J'ai une autre petite astuce aussi pour utiliser la nostalgie à bon escient. Il faut toujours se concentrer sur ce qu'on a gagné plutôt que ce qu'on a perdu. Quand on se rappelle des bons moments. Si je me rappelle de mes soirées avec mes potes où c'était génial et où j'ai cette nostalgie-là, plutôt que de pleurer sur mes 16 ans qui sont partis et qui ne reviendront jamais, je peux me rappeler de l'amitié géniale que j'ai créée avec mes potes, qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est ça que j'ai gagné. Voilà, j'ai peut-être perdu 16 ans, mais j'ai gagné des amitiés pour la vie. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, s'il y a une personne que vous aimez, par exemple, qui est plus dans votre vie, plutôt que, quand vous vous rappelez des moments heureux, pleurer cette personne, soyez reconnaissant de tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Parce que ça, c'est pas des regrets. Ça, c'est gagné. C'est stocké dans votre mémoire et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Autant on est né sans rien et on repartira sans rien. Tous les euros que vous avez sur votre compte en banque, tous les immeubles, les appartements que vous avez réussi à posséder, tout ça, on partira sans rien. Par contre, les souvenirs qu'on a avec nous, ça, on les emportera toujours. Donc c'est ça le plus précieux. Le temps et les moments qu'on vit. Et pour la dernière chose qui a été prouvée scientifiquement, c'est que les souvenirs nostalgiques seraient plus réalistes et plus subtils que les souvenirs simplement heureux. Si vous vous rappelez de bons moments, ils sont moins précis et moins subtils que tous les moments que vous vous rappelez où il y a cette nostalgie, cette petite pointe de tristesse, de bonheur, mais cette petite pointe de tristesse que les moments soient passés. Et bien ces souvenirs-là, ils sont plus réalistes, plus subtils, plus précis. Donc ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que souvent nos souvenirs nostalgiques sont plus fidèles. Et vous allez voir dans la dernière partie de ce podcast à quel point ça va nous servir pour connaître notre pourquoi et pour avoir une petite boussole pour nous guider dans la vie. C'est très 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 puissant. Donc plus global 1, 2, 3, Anthony. Plus globalement, la nostalgie nous rappelle tous les moments heureux. Donc ça nous rappelle les soirées, les vacances, vous voyez, quand on fait des soirées photos, des choses comme ça. Cette nostalgie, sa fonction, c'est de nous rappeler plein de moments heureux. Et ce que je pense, moi en tout cas, et ce qu'il faut que ce soit, c'est que ça vous pousse à agir pour créer des nouveaux moments heureux dans le présent, pour vivre des choses. Voilà, pas forcément vous rappeler vos vacances en Thaïlande et repartir en Thaïlande, pas forcément aller loin du tout, mais il faut que ça vous donne l'envie d'organiser des choses. Si vous vous rappelez une bonne soirée avec des potes que vous avez vécu il y a des années, rappelez ces potes, refaites une soirée. Si vous vous rappelez des bons moments quand vous avez construit votre nouvelle maison,
Pourquoi pas avoir un nouveau projet de construire une nouvelle maison, recommencer. Ça doit vous pousser à vivre des expériences pour créer des nouveaux souvenirs qui vous rendront nostalgiques dans le futur. Et voilà, et la nostalgie, ça pour moi c'est vraiment la clé de ce podcast. Et le point le plus précieux, c'est qu'elle va nous renseigner sur ce qui compte vraiment pour nous. Parce qu'on l'a vu, les souvenirs nostalgiques, ils sont plus réalistes, plus subtils, plus précis que les souvenirs simplement heureux. Donc c'est que notre mémoire, avec le temps, elle a fait un tri en fait. Elle a trié tous ces moments. Et quand elle nous rappelle avec bienveillance, notre mémoire nous rappelle des moments heureux et à la fois avec cette petite pointe de tristesse, c'est que ça, c'est les moments qui comptent le plus pour vous et vous avez le plus tutoyé le bonheur, quoi, touché du doigt le bonheur. Donc ça nous renseigne vraiment sur ce qui compte vraiment pour nous. Donc si vous avez envie de définir votre pourquoi, rappelez-vous toutes les choses qui vous rendent nostalgique, notez-les, et en faisant votre petite tambouille, en essayant de repérer ce qui en ressort, ça vous aidera pour aiguiller votre présent aujourd'hui. Vers quoi aller pour être heureux, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper puissant. La nostalgie, elle peut vraiment nous aider pour les questions existentielles, quoi. Vraiment, qui suis-je, pourquoi je suis sur Terre, quel est mon but, quel est mon pourquoi. Parce que cette nostalgie, elle nous donne confiance en nous, elle permet de nous concentrer sur nos accomplissements. On va être nostalgique des choses qu'on a réussies. Et sur toutes ces choses-là, c'est génial parce que en vous rappelant toutes ces choses, vous allez voir tout ce que vous avez accompli dans la vie. Ça va vous donner vraiment confiance. Et pour toutes les questions du pourquoi, c'est la confiance en soi, c'est énorme, quoi. Ça nous donne vraiment une boussole pour savoir où on va. Quand on traverse des moments difficiles aussi, repenser à tous les bonheurs qu'on a passés, ça nous rappelle, comme je disais tout à l'heure, un petit peu le potentiel du futur, quoi. Quand je prenais l'exemple de ma séparation, et ça nous rend vraiment plus optimistes pour la suite. Et ça, c'est super important dans les moments difficiles de se rappeler de moments de bonheur passé, même de façon nostalgique, parce que voilà, pour le futur, ça va vous aider. Comme je disais un peu tout à l'heure, cette nostalgie, c'est un filtre du passé, en fait. Dans la mémoire, ça fait le tri, ça va nous renseigner sur qui nous sommes, sur notre pourquoi. C'est vraiment précieux. Et après, faire quand même très attention à ce qui peut se passer dans l'autre sens. Et ça nous renseigne aussi d'ailleurs, c'est aussi précieux parce que si vous êtes vraiment trop nostalgique du passé, si vraiment pour vous ressassez le passé, vous commencez à tomber dans le bon vieux temps, la belle époque, dans le c'était mieux avant, ce qu'on vivait, ça sera plus jamais pareil, ça reviendra jamais et ainsi de suite. Si ça devient pesant, c'est un signe vraiment, vraiment important que dans le présent, vous êtes en train de vous égarer. Donc ça veut dire que là, il faut attraper le gouvernail, il faut redresser la barre, il faut se poser les bonnes questions, il faut vite y répondre, parce que voilà, si la nostalgie, elle devient trop présente, trop présente, trop pesante dans votre quotidien, il faut vraiment vous recentrer sur le présent à ce moment-là, et là, recréer des souvenirs heureux. Et c'est à ça qu'elle doit servir, la nostalgie, elle doit vous pousser à agir pour créer un présent qui vous fera de nouveaux souvenirs. Elle doit vous pousser à apprécier le moment présent pour recréer des nouveaux souvenirs. Parce que voilà, il ne faut surtout pas oublier que c'est ce qu'on vit aujourd'hui qui va créer la nostalgie de demain. C'est beau quand même. Donc c'est super, super important. La moralité de ce podcast, ce qu'il y a à retenir, c'est que voilà, la nostalgie, c'est quelque chose de chouette. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est aussi une arme à double tranchant. Il ne faut pas s'y vautrer dedans. Voilà. Il ne faut pas s'y vautrer dedans. Il faut savoir y aller un petit peu et puis la laisser repartir avec tendresse. Il faut la prendre comme ça. Rappelez-vous que c'est une clé et la nostalgie, c'est une clé pour connaître votre pourquoi. Et ce qui va vous permettre ce qui va vous permettre d'utiliser le potentiel de la nostalgie de la meilleure façon, c'est encore et toujours le passage à l'action. La clé, c'est le passage à l'action. Si vous passez l'après-midi dans le canapé à être nostalgique en regardant des photos et en écoutant des chansons et que vous virez dans la mélancolie et la dépression, c'est mort, c'est pas bon du tout. Mais si vous tombez sur une chanson qui vous rappelle quelque chose de votre adolescence ou des photos qui vous rappellent des bons souvenirs et que derrière vous passez à l'action en contactant peut-être les gens avec qui vous avez vécu ces moments ou alors en décidant d'aller faire une sortie ou vivre une expérience qui va vous permettre, un voyage, n'importe quoi, de créer de nouveaux souvenirs comme ceux que vous êtes en train de vous remémorer, alors là vous avez gagné, quoi. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai vraiment fait le tour.
J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre au mieux le sentiment que j'ai voulu vous transmettre là avec ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire un petit message, un petit like, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de vivre la nostalgie avec tendresse et de l'utiliser au mieux. Je vous souhaite bien entendu de ne pas tomber dans les regrets, dans la mélancolie et dans la dépression. Il manquerait plus que ça. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.